Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, relative aux achats publics, mais notre région avait déjà initié une telle démarche depuis plusieurs années, vous le rappelez, portant sur 3 axes, le soutien à l'économie régionale, la protection de l'environnement et l'insertion et l'emploi. Nous avons, dans le même esprit, avancé plusieurs propositions visant à favoriser le local, les circuits de proximité, à lutter contre la concurrence déloyale, par exemple sur les panneaux solaires en utilisant une clause écologique, ou contre le recours aux travailleurs détachés. La région a d'ailleurs adopté une charte dans ce sens. Certaines des clauses contenues dans ce schéma pourront, bien sûr, être utilisées dans le même but. Il convient toutefois de pointer les limites de ces dispositions, strictement encadrées par la loi, évidemment, qui ne fait d'ailleurs que traduire les directives et autres règlements de l'Union européenne. Globalement, il existe un accord sur la nécessité de ces mesures, même s'il y a parfois des interprétations légèrement différentes. Mais ce schéma risque toutefois de complexifier davantage les procédures de l'achat public. C'est une problématique à laquelle nous sommes confrontés en commission d'appel d'offres. Nous essayons, par exemple, de privilégier, dans la mesure du possible, les PME régionales dans les travaux des lycées, par exemple, pour éviter qu'ils ne soient captés systématiquement par les grands groupes. Et pour cela, nous avons recours le plus souvent possible à une technique d'allotissement afin que des entreprises régionales puissent répondre. Or, nous constatons régulièrement que pour certains lots, parfois plusieurs lots dans le même marché, nous ne recevons pas d'offres. Les entreprises interrogées à ce sujet répondent que la constitution d'un dossier leur prend beaucoup de temps et la multiplication des clauses risque de rendre leur tâche encore plus difficile, surtout pour les plus petites structures. Donc attention de ne pas trop complexifier le processus. Deuxième remarque, c'est la difficulté, y compris pour les services, de mesurer ce qu'on appelle l'optimisation des coûts globaux sur la durée de vie d'un équipement. C'est effectivement une dimension, une notion très intéressante à prendre en compte. Mais l'évaluer est plus délicat. D'autant plus que ces coûts sont souvent très évolutifs, ne serait-ce qu'en raison des variations du prix de l'énergie, impossible bien sûr à anticiper sur 20 ou 30 ans de vie d'un équipement. Est-ce que les pétitionnaires devront présenter une évaluation dans la présentation de leur offre, et vous imaginez la complexité, ou bien est-ce que cette évaluation sera réalisée par les services dans l'analyse de l'offre, ce qui comporte des risques de recours, parce que cette analyse pourra être estimée pas forcément estimée pareil par tout le monde. À force de multiplier les causes, il faut également se demander quelle pondération minimum faut-il réserver aux critères prix, car il faut tout de même bien prendre en compte la dimension du prix. Vous en faites le constat d'ailleurs au sujet des produits à haute performance énergétique, qui devraient représenter en 2020 100% des produits et services achetés, mais en prenant la précaution d'ajouter sauf si le coût global de ces produits et services est supérieur à celui des produits et services classiques. Donc, ça reste quand même assez théorique. Quant à l'obligation des 80% de recyclage, de réemploi ou de traitement, d'accord, mais cela relève davantage, je crois, d'une exigence normative générale, contrôlée par les services de l'État et qui s'applique aux producteurs, aux fabricants de ces produits, et pas seulement limité dans le cadre des marchés publics. En résumé, ce schéma ne fait que confirmer le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse, qui précise que l'acheteur public devra se situer dans les conditions économiques et qualitatives les plus favorables, définir au mieux son besoin, affiner sa connaissance du secteur d'activité, mais aussi, et c'est dit dans les textes, éviter d'alourdir inutilement le coût des procédures et les frais de dossier par des exigences non justifiées afin de susciter une mise en concurrence optimale. Donc nous voterons ce rapport avec ces légères mises en garde et je pense qu'il faudrait être attentif sur ce dernier point de la complexité. Merci.
Monsieur Chassier.